Bonsoir, bonjour, chers amis téléspectateurs. Voilà, je suis encore très heureuse de vous retrouver et puis d'autant plus heureuse que j'espère vous suivez ce qui se passe actuellement dans notre société. On ne parlera pas de bouleversement, mais on dira que voilà, on commence peut-être à s'approprier ses racines, on commence à se poser les vraies bonnes questions et on commence à se laisser gagner par la curiosité parce qu'après tout, nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes et la conquête dans laquelle nous sommes inscrites actuellement, eh bien, nous ramène finalement ou nous happe de manière un petit peu surprenante pour nous-mêmes, mais il faut se laisser prendre, laisser guider, laisser venir écouter les conférences qui sont toutes faites par des personnes extrêmement expérimentées, qui ont écrit, qui travaillent, qui réfléchissent et qui ont de très belles choses à vous donner. Vous aviez cru que le monde était monocolore, eh bien nous vous disons que non, puisque vous étiez à l'origine de l'humanité et que vous l'avez oublié. Donc le monocolorisme doit se terminer en acceptant la diversité du monde. C'est bien pour cette raison-là que tout ce travail se fait pour vous aider à habiter une identité qui soit confiante, que vous n'ayez pas à vous comparer toujours de manière négative à d'autres qui vous ont dit « je suis le plus grand, le plus beau, j'ai les meilleurs cheveux, j'ai la meilleure couleur, j'ai ci, j'ai ça ». On est dans une seule opération de comparaison, et puis on n'en finit pas, et nos enfants dépérissent de cette situation, puisqu'ils viennent nous demander pourquoi on ne les a pas fait blancs, par exemple. Et vivre dans une culture blanche, ça crée ça chez les enfants. Ils vous demandent pourquoi vous leur avez donné des papas comme ceux qu'ils ont. Pourquoi vous ne leur avez pas donné les cheveux blancs dont ils rêvent, qu'ils voient dans leurs dessins animés, dans ci, dans ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer notre petit travail de réflexion. Et puisque nous savons que nous avons des amis dans le monde entier qui nous suivent, c'est bien pour ça que nous essayons de travailler de manière appliquée, à vous apporter de l'information, mais à vous faire voir les figures des nôtres, tous ceux qui vous donnent du bonheur, de la beauté, de la beauté, de la beauté. Donc, nous vous faisons voir ces gens-là que vous ne voyez jamais, presque jamais, sur vos plateaux de télévision et dans le monde. Donc, partout où vous êtes, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions d'être téléspectateurs d'aussi loin et vous demandons, si vous le voulez, y compris ceux des nôtres. Je sais que la Guadeloupe est une fidèle téléspectatrice, mais nous vous demandons de faire remonter vos avis, y compris donc à nos invités, qui pourront vous répondre chacun individuellement. Donc nous vous souhaitons une bonne après-midi et puis prenez du plaisir à écouter nos beaux invités. Voilà, donc je vais commencer par présenter Sylvia. Non, Sylvia va se présenter. Je commence par ma droite. Sylvia va se présenter. Alors, nous avons l'honneur de recevoir la marraine de la manifestation. J'ai été effectivement très honorée d'avoir été sollicitée pour être la marraine de cette édition, de cette semaine de l'afrodescendance qui est organisée en Martinique. Donc, je suis moi-même historienne, journaliste et écrivain, et je suis l'auteur d'un ouvrage qui est assez connu maintenant, Reine d'Afrique. Très connu, c'est bien. Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire qui, pour la première fois, présente des femmes noires en tant qu'actrices historiques sur une période qui va de l'Antiquité au début du XXe siècle. Donc l'Antiquité africaine, égyptienne, pas l'Antiquité des Grecs. Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc quand vous pensez grand grec, essayez de penser grand égyptien. Vous verrez, ça va changer, bouleverser aussi au niveau mental vos représentations. Donc Sylvia a écrit Reine, on n'a pas d'exemplaire, Sylvia. Elle a écrit Reine d'Afrique, c'est ça? Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Donc, voilà. Le livre présente 22 portraits de femmes, des femmes qui ont eu des rôles de dirigeantes, qui ont vraiment dirigé des royaumes, comme la reine Zinga d'Angola, la reine Ndateala du Sénégal et d'autres. L'épouse de Ménélique II, la reine Taïtou Betoul, l'impératrice Taïtou Betoul d'Éthiopie. Qui a été au cœur de la résistance contre l'Italie quand elle a voulu s'emparer de l'Éthiopie.
Donc des reines, ensuite des femmes d'influence, des femmes grandes commerçantes comme Madame Tinubu au XIXe siècle au Nigeria, qui avait un quasi-monopole du commerce d'huile de palme avec la Grande-Bretagne, au moment où la révolution industrielle avait besoin d'oléagineux pour faire tourner ses machines. Donc cette femme africaine était devenue très puissante, très riche, et elle a doté son pays d'un armement moderne acheté à des Hollandais qui étaient contre les Anglais dans la conquête. Mmh. Et puis, il y a eu aussi des résistantes à l'esclavage arabe, comme au Sénégal, dont je parle, ou à des résistantes à l'esclavage, comme en Guadeloupe avec Solitude, ou aux États-Unis avec Harriet Tubman. Des femmes du peuple aussi qui se sont battues pour leur pays, pour leur liberté, comme la prophétesse Kim Pavita au XVIIIe siècle, ou bien les Amazones du Dahomey, qui était un corps féminin d'élite de l'ancien royaume du Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui. Et puis quelques parcours un peu solitaires, comme la Vénus Hottentote, une jeune Sud-Africaine arrachée aux siens et qui a été exhibée sur des foires à Londres et en France, à Paris, au motif que les Noirs étaient des êtres inférieurs, un chaînon manquant entre le singe et l'homme. Et donc, on a pris cette malheureuse et on a voulu en faire un spécimen d'infériorité. Oui, voilà, donc ce sont des personnages quand même marquants pour montrer les différentes étapes par lesquelles on peut passer certains peuples dans leur contact avec l'Occident. Et j'ai voulu relire toute cette histoire au travers des femmes qui s'y sont distinguées ou illustrées. Alors, il y a toute une histoire de falsification de l'œuvre de Sylvia Cerbin, parce que ceux qui ont publié cet ouvrage, et les Européens notamment, n'ont pas accepté que les femmes noires soient représentées en tant que reines, en tant qu'héroïnes, et qu'elles soient si célèbres, parce que l'image qu'on veut imposer du noir, en général, c'est celui, comme elle l'a dit, Madame Cerbin, d'un être inférieur. Voilà. Donc, vous avez intérêt à lire ça. Au lieu de vous gaver des princesses des autres, gavez-vous de vos princesses. Et vous serez beaucoup plus fiers parce que c'est vous. C'est une projection de vous. Vous pouvez aussi vous identifier. C'est très important. Merci, Madame Cerbin, Sylvia. Et maintenant, on a donc on a Sephora Johannes, c'est comme ça qu'on prononce? Johannes, oui. Johannes, qui est trop rare chez nous, mais voilà, on a aussi l'honneur de la recevoir. Bonsoir, Johannes. Sephora. Le prénom, c'est Sephora. Je crois qu'il y a Bonsoir, toujours Sephora. avec mon prénom. Oui, parce que les deux sont des prénoms, mais c'est pas grave. Donc voilà, je m'appelle Sephora Johannes, je suis artiste plasticienne et capillaire. Donc je crée des coiffures artistiques sur cheveux crépus et je crée toute une imagerie en fait pour redonner de la confiance en soi, de l'estime de soi aux gens qui viennent assister au défilé ou qui regardent les photos. Voilà. Peut-être que vous avez déjà vu un défilé de Sephora. Je ne sais pas si vous avez vu combien c'est grandiose et combien les gens sont totalement subjugués par ce qu'elle fait. Alors, il y a quelques petites coiffures qui s'affichent à l'écran. Voilà, quelques modèles. Donc là, c'est des modèles un peu plus futuristes. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Des modèles un peu futuristes. J'essaie toujours de placer les coiffures dans des univers, qu'on puisse avoir des nouveaux héros, une nouvelle imagerie en fait, pouvoir se représenter aussi comme des super-héros, pas toujours Batman ou Superman. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, c'est intéressant parce que c'est construit en couple, parce que très souvent, dans vos médias, vous voyez, nos garçons noirs sont toujours accompagnés de femmes blanches. Et dénudés ils sont la force virile, c'est vrai. Et puis nos filles, quand elles ne sont pas du tout nulle part, elles sont dans des postures. Malheureusement, nous savons décrypter tout ça, mais ceux qui nous font ces films-là ou qui détériorent l'image des nôtres de cette façon-là ne sont pas préoccupés par le fait que nous le prendrons mal. Mais si il s'agissait des autres composantes qui réagissent et qui disent et qui tonient, qui disent de
manière très, très ferme et définitive qu'ils ne veulent pas qu'on utilise leur image ou qu'on n'a pas le droit d'utiliser leur image comme on veut, ça passe voilà, par ce filtre-là et on abuse beaucoup moins de la représentation de l'image des autres qu'on ne le fait des Noirs, parce qu'on le fait en toute impunité et les nôtres sont représentés, j'allais dire, dans des formes un peu bacchanalistiques. Donc il nous faut essayer de produire ou de contrer cette utilisation de l'image du noir dans les médias qui font qu'on a toujours l'impression d'en ressortir un peu ridicule, un peu donc diminuer forcément l'autre et toujours, parce qu'on est souvent utilisé comme les faire-valoir des autres. Ce n'est pas le cas pour d'autres groupes. Par exemple, au Japon, on utilise beaucoup l'image du blanc, mais c'est le japonais qui est le faire-valoir. Le blanc sert de faire-valoir au japonais. Donc le japonais reste maître chez lui et maître de son image. Ce n'est pas vrai dans nos médias, en tout cas dans ceux-là que nous regardons et dont nous ne sommes pas, c'est vrai, maîtres. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette manifestation ? Alors, j'ai été invitée par l'association pour... le comité ? Par la DIPA, le comité DIPA, oui. Pour pouvoir, dans un premier temps, parler de mon travail, parce que ça je le fais très rarement, parler de mon travail et puis par la suite proposer un défilé de coiffure ancestrale africaine. Donc voilà, j'ai accepté. Parce que pour moi, c'est important que les miens puissent voir le cheveu crépus dans d'autres manières, en fait. Le cheveu crépus valorisé, le cheveu crépus qui est une fierté, en fait. Oui, dans toute sa puissance, voilà. Parce que la somme de possibles qu'on a, c'est très rare dans le monde, hein? Voilà. Voilà. D'accord. Mais, chers téléspectateurs, peut-être que j'ai oublié de vous dire que mes invités sont là dans le cadre de la semaine... Non, de la décade d'IPA, de la décennie des personnes d'ascendance africaine, qui est décrétée par l'ONU. Dans ce cadre-là, 2015-2024, voilà, nous sommes autorisés à parler de nous un petit peu en public. Mais vous savez que la France ne s'est pas occupée du tout de cette décennie, donc il y a des gens, des comités, Sonia va nous parler de ça tout à l'heure, qui ont décidé de prendre le taureau par le corne et avec ou sans subvention, avec ou sans la France, de produire quelque chose dans ce cadre-là, parce que nous en avons besoin. Voilà. Et puis, donc vous n'êtes pas en Martinique, vous n'êtes pas localisé en Martinique ? Non, je suis à Paris. Ce que je fais, c'est que je me déplace... je sais pas ce que je raconte. Je me déplace à domicile pour faire des rituels de beauté avec les femmes et je propose aussi des défilés de coiffure dans différents événements afro. Voilà, je propose des dizaines de coiffures à chaque fois, mises en scène, un petit peu dans l'idée de cérémonie, de communion avec les gens. D'accord. Et pour les mariages et des choses comme ça, vous proposez ? Je coiffe aussi pour les mariages, oui. pour les événements heureux, les naissances, les baptêmes et compagnie. Donc voilà. Tous les événements, on a besoin d'avoir une belle coiffure. Oui, tous les événements, on a besoin d'être reine et héroïne d'Afrique. Et laissez-vous tenter, chers amis téléspectateurs, parce que c'est très impressionnant ce qu'elle fait. Maintenant, on va passer à Djibouti Biyong, qui nous vient aussi de France. Oui, tout à fait. Bonsoir, Méité. Alors, le prénom, c'est lequel, alors? moi, je l'appelle Djibouti. Et c'est bon comme ça. Djibouti, c'est bon comme ça. Le nom, c'est Bion et le prénom, c'est Djibouti. En fait, Djibouti, je me le suis choisi parce que c'est pas le prénom de naissance, mais dans notre mouvement pour la Renaissance africaine, on a trouvé anormal que nous continuions de porter des prénoms qui nous viennent d'autres civilisations. Oui. Donc, je l'ai fait de façon symbolique, mais aussi c'est à partir d'une initiation que j'ai reçu le prénom de Djibouti. Et nous avons choisi également par rapport à nos enfants, de leur donner des noms qui viennent de nos civilisations, parce que ça permet, les prénoms, c'est aussi des créations. Et donc
rendre hommage au génie de nos ancêtres que de faire porter les noms qu'ils ont créés à nos enfants. Et à travers ce nom, c'est des personnages historiques également, dont nous faisons vivre nos ancêtres à travers ces prénoms que nous donnons à nos enfants et les rendons hommage surtout par rapport à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que nous soyons vivants et continuions de perpétuer leur mémoire, et la puis civilisation. Des traditions culturelles, de vraies traditions. Tout à fait. Alors, vous êtes d'origine camerounaise, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors, vous faites des choses extraordinaires, Djawoti. Merci. Vous voulez en parler à votre public? Enfin, vous pouvez regarder. Hein. Vous avez des caméras, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Je n'existe pas. Bien évidemment, donc, je fais du Kempti, qu'on appelle généralement la bande dessinée, mais nous sommes dans une optique de renaissance dont nous cherchons dans nos langues les mots qui permettent de désigner nos propres créations. Si je prends par exemple le cas des Japonais qui ont fait le manga c'est de la bande dessinée, mais les Japonais l'appellent manga, ils n'appellent pas bande dessinée. C'est ça. Donc comme le mot Kempti n'est pas suffisamment connu, donc parfois je mets entre parenthèses bande dessinée, comme c'est le mot le plus connu, mais mon travail, je l'appelle Kempti, qui vient de l'ancien égyptien Kem, qui veut dire noir, et Ti, qui veut dire Kem, qui veut dire noir, et Ti, qui veut dire image. Donc, image noire, parce que c'est à travers ce genre littéraire, c'est notre civilisation, notre culture que je vais mettre en avant pour le grand public, parce que bien évidemment, ce genre littéraire est disponible pour tous les publics. Parce que vous êtes illustrateur, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Et donc, votre travail consiste à illustrer des pans de notre histoire. De l'histoire voilà. du continent. Depuis les origines de l'humanité, j'ai fait comment elle était une fois en Afrique. Malheureusement, elle est épuisée et que, bon, en tant qu'auto-éditeur, nous avons des moyens limités. Cela ne nous empêche pas de faire ce qu'il faut faire. Donc, il a été beaucoup apprécié. Celui-ci parle des origines de l'humanité. Et je l'ai fait pour que les enfants prennent conscience qu'ils sont noirs, que c'est un fait qui est naturel et ce n'est pas du tout dû à une malédiction par rapport à une idéologie qui est véhiculée. Donc, le soleil qui a fait que nous soyons ce que nous sommes, parce que bon, la nature protège sa création. Donc, l'espèce humaine, elle est née en Afrique. Nous sommes les premiers êtres humains sur cette terre et que les autres sont un dérivé de la population noire africaine. Et c'est une acclimatation, c'est par acclimatation qu'on va avoir toutes les autres espèces ethniques de façon plus ou moins directe parce qu'il y a des populations qui sont mélangées, comme par exemple les populations dites jaunes, les asiatiques, c'est un mélange de noir et de blanc, c'est des populations métissées, de même que les populations dites sémites en Asie occidentale, c'est des populations métissées. Mais oui, à l'origine, on sait, toute la planète était peuplée. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, de chercher, de vous référer justement aux origines, parce que quand on vous parle de vous, de votre ancienneté, vous êtes toujours le premier à dire quoi? Non, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, c'est bien cela, l'histoire. Elle est bien documentée aujourd'hui. Donc, appropriez-vous-la et puis essayez de l'apprendre aux enfants au lieu de les laisser venir vous dire pourquoi tu m'as pas fait blanc, par exemple. C'est parce que la nature ne l'a pas voulu et il faut que l'enfant comprenne que c'est un état. Point barre. Oui, et puis il faut surtout savoir, et c'est pas moi qui le dis, que en fait, l'espèce humaine, en fait, sur le plan de l'épanouissement, c'est vraiment, on va dire, le phénotype noir. Voilà, c'est-à-dire que l'humanité vraiment... Elle est complète, Voilà, c'est ça. Oui. Le reste, c'est par adaptation. C'est adaptation, mais il y a... À l'origine, il y a vraiment, un ce qu'elle dit, c'est l'être humain. Si l'être humain était né ailleurs, en fait, il n'aurait même pas pu parce que les conditions climatiques n'étaient pas réunies. Absolument. Voilà. C'est comme le cheveu qui est un cheveu total. Moi, je l'ai appelé total, comme le corps kamite, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler autrement, parce que les mots sont un petit peu... on a du mal, on ne sait pas encore bien lequel mot utiliser pour désigner le groupe, mais enfin, voilà. C'est important de dire que l'origine va expliquer un certain nombre de comportements, parce que les Noirs n'ont jamais développé des comportements belliqueux comme les autres, ne sont jamais allés envahir. Enfin, il y a eu des choses entre continentaux, mais ils ne sont jamais allés envahir les autres parce que eux, la nature les avait dotés de beaucoup de capitaux, y compris matériel, pas financier, matériel, humain, en toute forme de ressources. D'ailleurs, c'est aujourd'hui
la guerre des ressources qui se dessine là, parce que les Européens qui voient un peu s'affaisser leur civilisation ont besoin de ces ressources-là, et voilà, il faut que le continent se prépare à de rudes épreuves. Hein. Ça a toujours été ça. Je pense que ce que vous dites là par rapport à notre côté dit pacifique, je l'explique dans un second ouvrage que j'ai appelé Kamtiu. Oui. Parce que Kamtu, c'est comme ça que nos ancêtres se sont appelés, ça veut dire les Noirs. Le mot Afrique ou africain, il faut savoir qu'en réalité, ça n'existe pas dans nos langues. Voilà. On le dit simplement par commodité. Donc dans Kamtu, j'explique en fait les origines de notre culture, les faits et quelles sont les explications matérielles. Donc quand on dit que les Noirs sont pacifiques, qu'ils sont solidaires, ce n'est pas par idéalisme, c'est simplement parce qu'il y a un environnement qui a favorisé cet état d'esprit. Voilà. Donc, et le développement de des formes de civilisation qui servent aujourd'hui de base à toutes les civilisations, ce que les gens ignorent. Tout à fait. Et dans la place de la femme. La place de la femme, le matriarcat. Le matriarcat qui est un modèle. On va revenir. Peut-être, on n'a pas de diapo pour voir vos beaux livres, mais on peut montrer déjà l'un d'entre eux. Celui-là, c'est le tout nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et justement, lorsque j'ai appris que je serais invité à Martinique par le comité, je me suis dit que en fait, je vais réserver l'exclusivité dans la présentation de Kandaka à Martinique. Pour moi, c'est symbolique, parce que ça faisait longtemps aussi que j'attendais l'opportunité de pouvoir venir poser mes pieds sur ces terres sacrées, parce que la Martinique, que ce soit la Martinique, la Guadeloupe, partout, les Noirs se retrouvent aujourd'hui dans la diaspora. C'est devenu des terres sacrées parce que nos ancêtres y ont posé les pieds. Donc c'est devenu aussi la terre des ancêtres. Ce n'est plus simplement l'Afrique. Voilà. Donc moi, je voulais présenter, faire découvrir ce livre d'abord ici en Martinique. La terre d'Aimé Césaire, c'est un grand symbole pour nous tous. C'est le seul intellectuel qui a soutenu Cheikh Anta Diop lorsque Nation Nègre et Culture est sorti. Donc pour moi, c'était un signe que de pouvoir présenter, puisque c'est dans Nation Nègre et Culture qu'on parle pour la première fois de Kandaka, qui est plus connu sous le nom de Candace. C'est la reine nubienne qui a défié Rome lorsque Rome a voulu envahir son empire, la Nubie, après avoir vaincu l'Égypte. Donc cette femme, qui était chef de gouvernement et généralissime de son armée, elle va se mettre à la traite de ses troupes, combattre les troupes de César Auguste, parce que César Auguste c'est le neveu de César, qui s'appelait Octave et qui a pour le nom de Auguste César. Je crois que c'est son nom de règne. Et elle va vaincre les troupes romaines, elle va leur imposer un traité qui sera en sa faveur. Mais malheureusement, son histoire n'est pas suffisamment connue. Pour quelle raison? Parce que Rome, c'est quand même l'orgueil de l'Occident. C'est la première puissance militaire. Et il se fait que dans l'histoire, il y a une femme qui a vaincu Rome. Et à son apogée, parce que César Auguste, nous sommes à l'apogée de la puissance romaine. Et du patriarcalisme. Et du patriarcat. Donc, c'est une femme. On comprend la difficulté. Voilà. On va revenir. Ce qu'on va dire aussi, c'est que ces livres-là, on pourra les trouver dans une petite librairie qui se monte à la Martinique pour ceux qui seront intéressés. D'accord? Tout à fait. Voilà. Et puis, on en arrive à celle qui s'est vraiment donné un mal, mais incroyable, pour que cette décennie ait lieu. Et franchement, il faut saluer ses efforts. Alors, j'ai l'honneur de présenter Sonia Rémus. Merci Juliette, j'ai l'honneur de participer à ta si belle émission qui nous nourrit tous. J'essaye. Tout à fait. Et par contre, juste une petite précision, j'avoue que ce projet j'ai trouvé tellement beau et tellement nécessaire qu'en fait, j'ai pas lutté. C'est peut-être pour ça que j'ai encore beaucoup d'énergie. Je me suis laissée porter, en fait, par d'abord cette envie de permettre à tous de découvrir les talents incroyables, on l'a vu, les talents que nous avons, les références que nous avons, parce que sans connaissance et sans information, évidemment, on est ce qu'on est, c'est-à-dire des marionnettes, comme on disait Aimé Césaire, des marionnettes au carnaval des autres. C'est même pas les bois-bois, c'est le truc là, c'est pas taper ça, c'est le jouet sombre au carnaval des autres. Mais il faut rappeler d'ailleurs que l'intitulé de la manifestation, c'est
connaissance et estime de soi, parce qu'effectivement, sans connaissance, sans information, sans savoir, eh bien évidemment, on ne peut qu'être manipulé. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que ce matin, nous étions au CNFPT. Nous étions à l'IMS, car le CNFPT qui a accepté de proposer un cycle de conférences au personnel territorial et même a ouvert à d'autres personnes. À la suite des conférences de Sylvia Serba et Sephora Joannès, eh bien, nous avons eu des témoignages qui disaient « Waouh, là je comprends mieux, je parlerai autrement à mon fils maintenant plutôt que de l'incendier parce qu'il ne correspond pas au modèle qu'on veut nous imposer. » Eh bien, oui, je crois que j'ai compris. Et ils sont bien plus sensibles, intuitifs que nous, parce qu'ils sentent que ce qu'on leur impose ne leur correspond pas. Donc, quand ils deviennent un petit peu contestataires, nous, on leur tombe à bras raccourcis sur le dos. Mais ils ont raison. Ce sont eux, si on les écoutait davantage, qui nous alerteraient sur les dérives et nos disparitions programmées. Donc, il faut écouter nos enfants davantage, c'est vrai. Voilà, donc effectivement, moi je suis, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'équipe, parce que je ne suis évidemment pas seule pour monter une dizaine de jours. C'est ce comité qui est porté également avec le partenaire, la mairie de Fort-de-France, donc qui a démarré avec le CNR, le Comité national pour les réparations, et également le réseau actif panafricain, le RAP, plus des personnes éminentes, sociologues, avocats, etc., qui nous ont, des personnes de la société civile qui viennent nourrir ce comité. Eh bien, nous avons pu monter ce qui commençait très doucement, parce que sans moyens, on dit qu'on ne peut pas faire grand-chose. Moi, je crois au contraire qu'avec une volonté, avec une intention, on mobilise des énergies qui sont insoupçonnées. Oui, même en bénévolat. Pour le moment, nous avons sollicité beaucoup de partenaires pour lesquels nous avons le soutien moral, ça c'est sûr. Donc c'est sûrement ce qui nous a porté. Y compris celui de l'ONU, de l'UNESCO. Ah oui, quant à l'ONU, non mais lui... qui nous disent allez-y, demandez aux États de prendre en charge ces problématiques, mais on n'a pas d'argent. Contrairement peut-être à des soutiens financiers qui s'adressent à d'autres populations, à d'autres groupes, absolument. À d'autres groupes sociaux, parce que l'ONU a quand même poussé par il faut le dire, l'ONU poussée par les associations, a fait cette décennie, non pas parce qu'elle en avait envie, mais simplement parce qu'elle a été poussée et obligée quelque part de reconnaître que le groupe social dans le monde le plus maltraité, le plus discriminé, le plus pauvre économiquement, eh bien c'était celui des afro-descendants, des Noirs, voilà. Et donc dans sa grande largesse, effectivement, il nous a offert cette décennie. Bien sûr. Sous la pression, comme tu l'as dit, on le précise, des Africains, des Afro-Américains à la conférence de Durban qui s'est tenue en Afrique du Sud en 2001. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a derrière les pressions des nôtres et que l'ONU n'a pas pu faire autrement que de céder, mais voilà. Elle nous sort une jolie résolution que je vous conseille de lire, de télécharger sur le site... Sur le site kadipa.com. Ah, Kadipa aussi, c'est bon. Alors, D, I comme décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, donc ça fait KDIPAA2A.com. Et vous aurez effectivement le lien vers la décennie. Et avec toutes les informations très intéressantes. Voilà. Alors c'est un texte de 13 pages et la résolution, c'est la 6916. Vous la téléchargez et vous verrez les raisons objectives pour lesquelles, voilà, parce que ici on est très mal à l'aise quand on parle d'Afrique. Il y a des gens qui se replient et qui ont l'impression que le grand diable noir déboule sur eux. En réalité, c'est une problématique très, en dehors de son aspect politique, c'est une problématique sociologique qui est d'abord notre souci, celle de nous occuper de notre composante qui souffre,
qui souffrent, des afrodescendants qui souffrent, qui sont les plus défavorisés, on vous l'a dit. Donc, essayez de vous détacher des craintes que voilà, l'Afrique n'arrive ici, surtout si vous en avez peur, mais occupez-vous de la misère de votre monde et vous comprendrez qu'il y a des raisons. C'est une cause à défendre et qu'il y a des raisons de vous mobiliser pour cela, puisque vous, vos enfants, souvent, sont les plus impactés par les inégalités, les injustices, les stéréotypes négatifs. Et il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs, le noir est le seul dont l'image, les stéréotypes le précèdent dans le monde entier. Dans le monde entier, quand vous arrivez, on a déjà une idée toute faite sur vous. Et vous n'êtes plus quelqu'un un citoyen ou un individu qu'on va prendre le temps de découvrir. Vous êtes noir, point barre. Et à cause de ça, ou par ça, du fait de cette appartenance-là, on se permet de vous traiter de façon très négative souvent. Et d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, parce que ce qu'on a appris dans l'une des nombreuses conférences que nous avons suivies et que nous avons proposées, c'est qu'en fait, la notion de race n'existait pas avant la traite. Nous évoluions sans cette couleur, sans cette évaluation de couleur, et il a bien fallu qu'on y mette une notion de race pour pouvoir parler d'un dominant et d'un dominé évidemment qui n'existe pas. C'est-à-dire, comme on en parle, le racisme colonial, mais le racisme a existé dans l'esclavage islamisme, dans l'islamisme. Mais c'était pas un racisme proprement économique comme on l'a depuis, effectivement, la traite négrière, etc. Alors, voilà, chers amis, nous vous avons présenté nos invités. Ils sont là parce qu'ils sont présents en Martinique pour la décennie, invités par le comité CADIPA, dans le cadre de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Il y a énormément de conférences qui ont eu lieu. Vous irez sur le site pour les voir, écouter, discuter et puis prendre contact avec le comité. Donc je reviens à Sylvia qui a fait au comité l'honneur d'accepter le rôle de marraine. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre rôle qui vous ferait dire quelque chose de particulier à nos téléspectateurs ou sentir un sentiment de responsabilité dans leur éducation? Je ne sais pas. Comment vous vivez ça? Écoutez, une marraine, je pense que c'est quelqu'un qui peut témoigner d'un certain parcours, d'une prise de conscience qu'on essaie de faire partager aux autres, afin d'amener ceux qui se posent des questions à faire le chemin vers vous, ou leur donner des pistes de réflexion. Ce matin, j'ai eu une conférence au CNFPT, et il y avait beaucoup de dames, et après la conférence, quand nous sommes sortis pour une pause, beaucoup sont venues vers moi pour me dire qu'elles n'ont pas osé prendre la parole. Ce sont toutes des employés ou de collectivités territoriales. Et beaucoup, et certaines m'ont dit comment elles ont été bouleversées, ou il y a 2 ou 3 dames qui m'ont dit qu'elles ont même pleuré, et parce qu'il y a des questions qu'elles se posaient auxquelles elles ne trouvent pas de réponse. Et le fait que pendant des générations, on ait appris aux gens de l'outre-mer qu'ils ne descendent que de l'esclavage, c'est-à-dire de peuples asservis, et que leur fonction n'est que ça, être dominés par d'autres, et d'apprendre que ces êtres humains qui ont été déportés d'Afrique venaient de sociétés organisées, venaient de grands empires ou de communautés actives qui avaient des activités agricoles, qui se sont suffies à elles-mêmes pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens, des gens qui faisaient du commerce de longue distance entre l'Afrique subsaharienne et l'Égypte. Donc tout ça, et plus le statut des femmes qui pouvaient être dirigeantes de royaumes, des femmes qui pouvaient prendre des décisions au nom de la communauté sans qu'elles soient contestées en raison de leur sexe, en raison de leur genre. Donc tout ça, ça leur montre qu'on leur a montré une partie du chemin, c'est-à-dire la partie d'asservissement, et aujourd'hui encore, on veut nous renvoyer qu'à ça. Or, derrière, elles avaient un héritage beaucoup plus important d'un continent qui était
qui était plus fort et qui a su se perpétuer pendant des milliers d'années. Que l'homme est originaire d'Afrique et il s'est déplacé à travers différentes régions du monde qu'il a peuplées. Et ensuite, par différents métissages, les gens sont devenus blancs ou jaunes ou tout ce qu'on veut. Par adaptation, mais de comprendre ce fil-là, je pense que ça a aidé certaines à se voir différemment et à apprendre maintenant à s'affirmer différemment. Oui. Donc déjà, je pense que d'avoir eu ça, ce retour-là, c'était quand même important pour moi et on pense qu'on a au moins réussi quelque chose, qu'on a apporté une réponse. Alors, il y a des gens qui pensent, quand on fait ce genre d'événements, de manifestations, afrodescendants, sur nos racines africaines, ça les agace, ils disent « moi, j'ai rien d'africain » ou bon, ces gens-là nous ont vendus, on veut rien avoir à faire avec eux. Moi, je suis martiniquais, je m'intéresse qu'aux femmes de la Martinique qui se sont battues, les autres ne m'intéressent pas. Il y en a qui peuvent vous le dire. Mais et elles ont tout à fait le droit, c'est leur problème. Si elles se sentent à l'aise avec ça, c'est leur problème. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne se satisfont pas de cette histoire, de cette version coloniale de l'histoire où on continue à vouloir faire de nous, même dans nos sociétés d'aujourd'hui, des êtres marginalisés, des êtres infériorisés. Et par exemple, parmi nos jeunes, il y en a qui font des parcours d'excellence, qui font de brillantes études, qui sont utilisées dans des entreprises, mais on ne les met jamais en avant. On ne les montre jamais comme modèles, alors qu'il y a beaucoup dans nos sociétés de citoyens non blancs qui ont désespérément besoin de modèles pour qu'on leur montre qu'eux aussi, ils peuvent y arriver. Regardez, quand Obama est arrivé au pouvoir, le formidable élan que ça a eu pour beaucoup de jeunes qui ne sont pas blancs et qui se disent « moi aussi, je peux y arriver ». Donc, nous sommes, notamment en France, où les discriminations, même non dites, sont telles que ces jeunes qui font de beaux parcours ne sont pas du tout valorisés. Et de montrer que derrière soi, on a ce patrimoine très riche et très fort, je pense que ça permet de se voir différemment et ça permet de se sentir plus exigeant vis-à-vis de ceux qui veulent nous assigner toujours à ce rôle d'infériorité. Donc voilà, c'était mon rôle de marraine, c'est un peu comme je le concevais. Et puis il y a eu une grande diversité aussi d'intervenants, de communication pour montrer que le continent africain a eu des savoirs, qu'il est important de les transmettre jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de philosophies, il y a eu un certain nombre... Voilà, et tout ça, ce terreau-là, cette richesse inconnue, c'était important de la faire connaître et j'étais très fière donc de participer à cette dynamique. Oui. Comment ? Je peux rebondir peut-être justement, c'est tout à fait ce que tu dis, ce que tu disais, c'est qu'effectivement on a proposé un panel à partir des mathématiques africaines de Kalala Motunde, à partir du travail de Djibouti, au travers de la bande dessinée, on a eu un cycle de conférences qui passait de la médecine. Notre médecine liée à la médecine africaine, la médecine moderne qui est en fait qui découle de la musique, voilà, de la médecine. On a eu tu parlais tout à l'heure de l'Afrique avec tout ce potentiel, etc. On va avoir samedi une conférence extraordinaire sur justement l'Afrique, la puissance économique de demain, qui est déjà la puissance démographique aujourd'hui, une puissance mondiale démographique. Donc on est passé par différents supports, à savoir même les défilés de coiffure ancestrale, tout à l'heure le défilé de costumes traditionnels d'Imaniyé Dalila Daniel. Je crois que le Belay avec Vaïti qui nous expliquera justement l'origine du Belay, les origines africaines également du Belay. Enfin, je crois qu'on a essayé de brasser très large. J'avais dit dans un autre cadre que ce qui était important, c'est que les afrodescendants ne se découvraient, ne se connaissaient qu'à travers le statut d'esclave ou d'esclavager
et que à travers cette manifestation et la diversité des aspects, des traits culturels, des productions, etc., qui sont présentés, eh bien, ces personnes, puisque le travail consiste à essayer de leur redonner confiance en soi, par la connaissance, le travail consiste à justement mettre ces connaissances à leur disposition parce que l'essentiel des chercheurs que vous avez là interviennent bénévolement. Hein? Donc c'est pour vous. Le savoir qu'on compile, on essaye de vous le mettre à disposition, donc prenez-le. Et autre chose par rapport, pour rebondir aussi à ce que disait Madame Serbin, eh bien, ça vous donne peut-être envie enfin, ce support-là vous aidera à dépasser votre honte. Il n'y a pas d'autre mot, je crois, de vous sentir rattaché à l'Afrique d'une façon ou d'une autre, ce qui vous fait réagir parfois de manière un peu ridicule. Mon pas africain, excusez-moi de vous dire ça. Oui, mais il faut qu'on en sorte. Mon pas africain, mon pas niaïen. Et quand vous allez dans le monde, on ne voit en vous qu'un Africain ou une Africaine. Alors pourquoi perdre de temps à dire ici, dans ce petit truc, ce petit espace que nous sommes, mon pas africain? J'ai une goutte, mais oui, mais les autres qui vous voient à l'extérieur, ils ne vont pas chercher la petite goutte. Hein. Ils vont d'abord il voit d'abord ce que vous êtes. Donc c'est d'abord ça, aller accepter. S'accepter est une étape dans la construction de soi et dans l'acceptation de soi. Donc voilà, ce travail-là devrait vous le permettre. Et vous, Sephora, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à votre présence? Qu'est-ce que vous pensez apporter? Et puis pourquoi est-ce que la beauté du cheveu, tout cela vous préoccupe? Alors, qu'est-ce que j'ai voulu apporter? J'ai voulu... pour repartir à la base, parce qu'on a beaucoup parlé de cheveux naturels, de nappies, enfin, ça a été un sujet un peu galvaudé. Donc j'ai voulu remonter à la source, montrer les peignes africains ancestraux, des peignes qui ont été volés, qui ont été pillés, qui sont dans des musées en Europe, des peignes qui coûtent très très cher, des épingles à cheveux qu'on a volées, qu'on a pillées et qui sont dans des musées en Europe. Donc j'ai voulu montrer vraiment que c'est parce que nos cheveux sont magnifiques qu'ils ont des objets magnifiques, des accessoires, pour pouvoir les traiter. Donc j'ai vraiment voulu montrer aux gens cette superbe, cette magnificence. J'ai voulu montrer aussi, pas forcément comme mon travail, mais des vraies coiffures ancestrales africaines, des gens dans une posture différente, pas forcément toujours l'esclave, le bâtonnet grillé, tous les films qu'on voit au quotidien qui nous enferment dans cette même image avec des chaînes et compagnie. Et donc j'ai voulu montrer la femme africaine ancestrale dans tout ce qu'elle était, dans sa superbe, et j'ai aussi voulu montrer des hommes, parce qu'avant il n'y avait pas de différence entre la coiffure ancestrale des hommes et des femmes, c'était vraiment mixte. Et toutes ces choses-là, après que nous viennent les histoires de gens, c'est des choses qui sont arrivées après avec la colonisation et l'esclavage. Donc dans mon optique, c'était vraiment décoloniser les imaginaires, emmener les gens ailleurs, montrer le cheveu crépus dans des éléments futuristes, dans des éléments où on peut rêver, où on peut se dire mais j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être une reine, j'ai envie de me sentir belle. Et pour moi la beauté c'est très important parce que c'est l'endroit où on a vraiment été dur avec nous, c'est sur la beauté. Absolument. Et aujourd'hui encore en Afrique, en Europe aussi, beaucoup de femmes se décolorent la peau, ont envie d'avoir le teint plus clair. Beaucoup de femmes se défrisent encore trop souvent les cheveux, alors qu'on sait que c'est responsable de plein de problèmes, des fibromes, c'est cancérigène, des perturbateurs endocriniens. Il y a de plus en plus de femmes qui ont de l'endométriose, des choses comme ça, parce qu'elles appliquent des produits qui sont malsains sur leurs cheveux. Et pour moi, pour pouvoir régler ce problème-là, il faut qu'on se réapproprie nos images, en fait. Et qu'on puisse regarder des images, qu'on puisse montrer à nos enfants ces images-là. La Reine des Neiges, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a eu des princesses africaines, il y a eu des reines, et il faut que ces images-là rentrent dans l'imaginaire collectif. Donc, voilà. Il y a eu des princesses, mais elles n'étaient pas dans un système patriarcaliste comme le contexte occidental. Donc, on va chercher des petites princesses qui marchent avec des tutus. Les princesses africaines, c'était des reines, des pharaons, des guerrières, des amazones, des kandakas. Donc, faut pas les chercher dans les tutus. C'est très joli. Les modèles de dessins animés. Et
et vous voulez la même chose. Il y a un jeune homme qui m'a abordé, il m'a dit oui, on fait pas comme ça dessin animé avec des princesses africaines. J'ai dit dans quel rôle, dans quel modèle, dans quelle configuration la voulez-vous? Si vous la voulez à l'occidental, eh bien vous allez et comment on va dire ça, escamoter l'image de la femme africaine dans sa superbe, mais puis dans la forme, de la manière qu'elle a eu d'occuper le pouvoir, de s'habiller. Je ne sais pas si on n'a pas travaillé dessus, mais la femme africaine, c'était la première à apporter du lin. Et elle a toujours eu des vêtements près du corps, elle s'est accessoirisée de manière extraordinaire. Jamais les femmes européennes n'ont été autant accessoirisées. Donc on sait qu'il y a une manière africaine d'habiter la beauté. De toute façon, cette manière-là africaine de se parer a inspiré complètement toutes les autres. Et même les robes, les grosses robes que l'on voit comme ça en Europe, on a l'impression que c'est européen et même ça, c'est aussi africain. Donc, voilà. Oui, alors on vous dit ça, pas parce qu'on a envie de vous Faites dire vos que recherches. tout est africain. Aujourd'hui, tout est écrit, mais on ne vous donne pas cette littérature-là, on ne vous l'apprend pas à l'école. Vous n'allez pas la chercher parce que on vous... Oui, non, mais c'est vrai, dans vos librairies, qu'est-ce que vous avez? Toute la littérature occidentale, vous avez la publicité de ces littératures, vous avez ci, ça, mais vous êtes très tenté par vous-même. Vous n'avez pas le goût de vous-même parce que on vous a d'abord éliminé de votre imaginaire vous-même. On vous dit que vous n'êtes pas important, pas intéressant, donc vous allez voir forcément chez les autres et vous êtes heureuse. Vous vous construisez dans un imaginaire qui n'est pas le vôtre et qui fait de vous ce qu'on appelle malheureusement un aliéné ou une aliénée. Mais on peut se défaire de ces formes d'aliénation en décidant qu'on est aussi quelqu'un. Pourquoi est-ce que, j'allais dire, nous sommes très croyants, enfin vous êtes très croyants dans notre société et vous en appelez beaucoup à Dieu. J'ai toujours demandé, est-ce que Dieu aurait pris le temps de créer des grands inutiles parce que on ne leur donne aucune place? Non, ils sont au contraire, vous êtes les premiers, donc prenez cette place-là, occupez-la. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous voulez dire, Djewouti, sur la manifestation elle-même? Ce que vous sentez que vous pouvez apporter? Et puis, bien sûr, inciter les gens. Parce que la bande dessinée est un genre qui plaît beaucoup, notamment aux enfants, donc on peut les inciter à vous lire. Mais en tant que participant, qu'est-ce que vous sentez que sur le plan pédagogique, vous apportez aux gens? Qu'est-ce que vous sentez apporter aux gens? Mais, en fait, j'ai eu un exemple très illustrateur hier. Qui m'a un peu, on va dire, qui m'a rassuré dans le choix que j'ai fait. C'est-à-dire vulgariser notre histoire à travers l'image, notamment la bande dessinée que j'ai appelée Kempty. Hier, après mon exposé auprès d'un public que j'ai trouvé nombreux, parce qu'au départ, il y avait quelques personnes, et puis au fur et à mesure que je parlais, je voyais du monde. Je me suis dit, mais ça, il y a 20 ans, il y a 15 ans, bref. Puis il y avait quelques pèlerins, mais là, vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc après, voilà, au Grand Carbet, tout à fait. Donc après mon exposé, je retourne à mon stand et puis il y a toute une ruée, la ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, on ressent quelque chose de fort, surtout en pensant dans les années précédentes où on a eu beaucoup de difficultés. On s'en rappelait tout à l'heure avec Jean-Philippe Omotonde quand on a créé Africamat, où il y avait une ronde, les policiers faisaient parfois une ronde où les gens qui venaient les étudiants qui venaient poursuivre les cours, parfois après ils étaient interpellés. Jean-Philippe Omotonde et d'autres aînés, des juristes se débrouillaient pour qu'on les sorte de la garde à vue parce que qu'on les mettait en garde à vue. Bref, hier, cela montre en fait que le travail que nous faisons Donc paye. hier, c'était le moment où, au Grand Carbet, vous présentiez vos ouvrages. J'ai présenté mes ouvrages. Et voilà. Tout à l'heure, nous parlions d'image. Et justement, l'image est plus puissante. En fait, ça, c'est mon opinion. Mais d'une manière générale, je pense que c'est logique aussi que l'image est plus puissante souvent que les mots. Pour quelle raison? Parce que quand surtout elle est réaliste, elle ne demande pas à être décodée. Donc ça rentre immédiatement dans le subconscient. L'impact est direct. Voilà, l'impact est direct. Ça s'enfonce. Et c'est l'image qu'on a utilisée pour nous détruire d'une façon. C'est comme ça qu'on est manipulé aussi. Voilà, par l'image. Tout à fait. Donc à travers mon travail d'illustrateur,
de réalisateur de Kempty, de bande dessinée, je vais montrer autre chose. C'est vrai qu'il y a nos historiens qui ont fait un bon travail. Aujourd'hui, nous avons vraiment des gens compétents. Ils écrivent des bouquins, des gros pavés parfois, et tout le monde n'a pas nécessairement le bagage pour comprendre ces gros pavés. Donc, à notre niveau, à mon niveau notamment, je prends leur travail et j'essaie de le traduire de manière, on va dire, accessible, divertissant et en même temps pédagogique. Et j'essaie aussi de faire des reconstitutions. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lorsqu'on parle des civilisations africaines, ou quand on fait un documentaire, on montre des sortes de cases, des paillotes comme ça, avec la paille et tout. Et on a l'impression que, bon, nous, les ancêtres, c'était ça, quoi. Alors que, bon, les premiers bâtiments en pierre, les pyramides, les temples, des temples majestueux, même les explorateurs européens le disent, c'était des trucs gigantesques, c'était à peine incroyable, le luxe qu'on pouvait y retrouver. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas résolu tous les mystères. Tout à fait. Oui, donc, à travers, quand je fais un travail de reconstitution, c'est pour que, non seulement à travers les images de personnages noirs que je montre habillés de façon magnifique, dans des postures de commandement, c'est pour qu'en fait, on intègre autre chose. Oui, que voilà. Le noir n'a pas été qu'un serviteur, n'est pas qu'un serviteur. Et qui n'a même été que tardivement. Absolument, c'est récent, c'est l'histoire récente. Tout à fait. Et au niveau de la femme, surtout, de la femme noire, par rapport à la position, je vais dire quelque peu dramatique, qu'elle occupe aujourd'hui, et là, je peux dire que c'est la femme la plus indépendante de tous les temps. Absolument. Voilà. Elle n'a jamais connu la séquestration. Et parce que dans le système matriarcal, elle avait son domaine à elle, son pouvoir, etc. Et la relation homme-femme n'était pas pensée comme une relation de soumission et de domination par l'homme de la femme. Donc c'est un modèle qu'il faut découvrir. Mais vous avez dit, excusez-moi, je reviens. Vous avez dit que hier, quand vous étiez, après votre présentation, il y a eu une sorte de flot de gens qui sont venus vers vous. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient tout ce que j'ai exposé. D'accord. Alors, entre les livres, entre Kempty, que j'ai expliqué, où j'explique en fait les origines matérielles de notre culture, la solidarité, l'esprit pacifique, la dot, le matriarcat, la position de la femme, pourquoi elle occupait un poste aussi élevé. La femme avait souvent un pouvoir supérieur à celui de l'homme. Oui. Voilà. Donc je pense que votre travail d'ailleurs complète très bien celui de Madame Serban. Tout à fait. Je pense que quand on partage la même pensée, la même façon de voir, on n'a même plus besoin de se concerter pour faire la même chose. C'est ça. Donc je pense que les gens ont reçu positivement ce message. Et il y a également un autre livre qui s'appelle Iteru, où j'ai expliqué. Iteru, montrez-le. Voilà. Iteru, il est là. Donc, où j'explique les origines de la civilisation, la Nubie, l'Égypte, l'apport des Noirs à l'humanité à travers l'invention des mathématiques, l'astronomie, la chimie, la physique, le droit. Et donc, il s'agit pour moi de faire connaître cela à nos enfants. Parce que dans le programme scolaire, lorsqu'on valorise les apports des autres, arabes, chinois, européens et tout, on dit ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Mais quand il s'agit de nous, on parle seulement de l'esclavage. Ils ne sont même pas mentionnés, les Noirs, l'Afrique n'est pas mentionnée. Ils ne sont pas mentionnés, mais surtout on parle uniquement de l'esclavage. Voilà. Donc je pense que toutes ces informations ont percuté. Il y a une dame qui est venue qui m'a salué, mais d'une façon insistante, avec beaucoup d'émotion, pour me dire merci pour ce que vous faites, vraiment merci beaucoup. On a senti toute la salle a ressenti quelque chose. Donc en venant vers moi, ils voulaient ces informations. Certains pour leurs enfants et certains adultes pour eux-mêmes. Voilà. Et c'est Kandaka qui a raflé la mise surtout. Parce que Rome est... Oui, d'accord. Alors, voici Kandaka. la reine Kandaka. Kandaka a séduit. Elle a séduit beaucoup de monde. Et elle a terrassé Et puis, regardez sa posture, attention. C'est elle qui a défié Rome et qui l'a vaincu. Et c'est pas fait bien dire. Et les femmes étaient vraiment... Je pense que les hommes ont été touchés, mais les femmes encore plus, surtout par rapport au fait que j'ai dédié cet ouvrage à nos femmes, à nos sœurs, à nos mères. Voilà. D'accord. Donc c'est sur le plan pédagogique qu'on va voir ça. Oui. Et puis Sephora, vous avez un défilé, donc on va en parler aussi. Et Sonia, qu'est-ce que vous vouliez dire, ajouter sur le plan pédagogique? Alors, je voulais aussi vous proposer que nous rendions hommage à ceux qui ont
qui étaient au courant de cette décennie et qui n'en entendaient pas parler et qui ont décidé de le faire. C'est le MIR, le CNR, le Conseil, le Comité national pour les réparations. Le MIR, il y a eu le RAP après qui a essayé, et puis il y a CADIPA aujourd'hui, donc qui est une bonne synthèse de ça, juste pour que nos amis qui nous écoutent ne pensent pas qu'on les a oubliés. Non, on l'avait dit tout à l'heure. Il y a eu en 2016 déjà une première action. Une première action avec Madame Fanon Mendes France, qui était venue invitée par le CNR pour ouvrir la décennie, mais ce sont des choses qui sont passées un petit peu sous silence. Et le retentissement que la manifestation de cette semaine, de cette décade a, est vraiment assez exceptionnel, parce que là, on a eu le support des médias, etc. Et c'est aussi beaucoup grâce au travail donc de Madame Rémus, puisqu'elle a été très active pour contacter tous les médias. Oui, Sonia. Alors, je rejoins tout à fait ce que disait Djihouti quand il dit que nous sommes dans la même longueur d'onde entre ce que dit Madame Sylvia Serbin, ce que dit Sephora. Nous sommes vraiment... Et je pense que justement, on est dans un monde qui est en train de muter. On parle de monde VUCA, etc., qui est dans une vraie transformation où de plus en plus de choses se mettent en vérité, se mettent en lumière, émergent. On voit bien les transformations énormes avec le système... patriarcal, capitaliste qui est en train de s'effondrer, eurocentré, européen, on va dire, et l'émergence de talents, l'émergence de vérité, l'émergence de puissance, puisque l'Afrique est en train d'émerger de façon incroyable, ne serait-ce déjà que par sa puissance démographique, je l'ai déjà dit, mais demain on va le découvrir par son potentiel économique. Mais on est on n'est pas séparés. On nous a fait croire qu'on était séparés avec des races, des machins, des limites, des frontières, etc. Or pas du tout. Quand on est porté par une énergie, celle dont parlait Djihouti, dont nous parlons tous, cette énergie, nos racines, notre culture, notre histoire, eh bien on est porté par cette énergie qui en fait résonne chez chacun. Et c'est vrai que on a eu énormément de personnes qui nous ont dit waouh, ça me parle, quelque part il y avait quelque chose qui sonnait faux dans ce que je vivais, etc. Et là waouh, je comprends mieux, je suis... ça y est, je commence à me reconnecter peut-être avec quelque chose que je subodorais, que j'avais au fond de moi, et puis là, qui commence à émerger. Et on a énormément de retours très positifs, d'ailleurs, comme tu disais. Tout le travail, Juliette... on est bien sûr tout ce travail de préparation, d'information, etc., de militantisme qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on en récolte les fruits et on a de plus en plus de personnes qui viennent. On a eu des salles, des enfants, 300 élèves au Grand Carbet. On va en avoir 144 des élèves qui viennent étudier les mathématiques africaines. On va en voir plus de 150 aux Anses d'Arlet vendredi. On a des salles combles. Le Grand Carbet était plein. Le Bellefontaine, le Saint-Esprit était plein. Où tu étais, il dit comment se fait ça? Donc voilà, les gens, c'est une véritable demande, c'est une véritable nécessité. C'est aussi que on a des chercheurs, on a des gens qui nous font de beaux livres, de belles coiffures, et les nôtres sont habitués à se mesurer à l'aune de la beauté occidentale et du chic, de ce qui fait bien. Et ils n'étaient pas habitués à voir des choses d'origine africaine s'exprimer, parce que bien sûr ces images-là leur sont cachées. Donc là, découvrir qu'on leur met à disposition toute cette beauté, ils sont d'abord, je pense, étonnés de se dire qu'il y a cette Afrique-là aussi, ou alors je peux me revendiquer, parce que tant que les gens croiront que
se revendiquer de l'Afrique ou reconnaître qu'on descend de l'Afrique, c'est être parmi les plus pauvres, les plus laids, les plus, etc. Ils continueront à nier leur origine. Mais du moment qu'on leur met à disposition autant de beauté, de savoir, parce que là, franchement, il y a du savoir, et des gens très compétents qui parlent avec beaucoup de compétences de leur sujet, des travaux qui ont été menés toujours aussi bénévolement sur des années, parce que il y a cet entêtement aussi à trouver qui on est, même si, oui, on passe par des hauts et des bas, on zanzole avec nous-mêmes, on triche, on ment, on nie son origine, on essaie de se trouver une parenté, une filialité qu'on n'a pas, comme dirait Monsieur Monotuka, une filialité. On est comme les petits canards, là. Vous connaissez le conte, c'est une noix qui a un tas de petits, ce sont des oies, et puis il y a un petit qui est pas canard, qui est pas oie, qui est canard, et qui va être sorti du coup. C'est un conte de Lin, je sais plus le nom, d'un Suédois. Des contes, et cette histoire-là, chaque fois que je l'ai entendue, je l'ai vue en dessin animé aussi, je me suis dit, c'est nous, le vilain petit canard. Nous sommes le canard, un canard parmi des oies. Donc allons nous retrouver chercher entre nos canards. Oui, nous chercher nos pintades pour être puisque la pintade est africaine, vous savez ça, typiquement africaine, adaptée en Europe par les Européens. Vous voyez, il y a des processus d'adaptation qui se font. Alors, je ne sais pas, l'autre aspect du CADIPA, c'est comment on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les nôtres viennent? C'est-à-dire qu'ils sont venus en public assister à des conférences. Mais comment ferons-nous pour les impliquer, pour qu'ils aient envie, par exemple, quand ils sont enseignants, d'utiliser ces supports-là, ou bien quand ils sont, qu'est-ce qu'on dira, eh bien même des parents, une école parallèle à la maison, à l'école, on ne t'apprend pas ça, mon fils ou ma fille chérie, voilà. Je constitue une petite bibliothèque et puis le soir, au lieu de te laisser devant la télé, je vais lire ces histoires-là avec toi. Quel type d'action on peut proposer aux gens? Et de toute façon, elles sont là, puisque on a une suite qui va être proposée. On espère que ça continuera. Oui, tout à fait, mais elle est déjà préparée, puisque ne serait-ce qu'à la bibliothèque Schellcher, il y a tout un cycle de conférences qui va être mis en place, dont celle de Mme Smeralda. Tout un cycle de conférences une fois par mois par un département spécifique. Également, on aura sur une chaîne YouTube, on a la chaîne YouTube Cadipa, enfin voilà, où on aura toutes les conférences qui ont été présentées sur la chaîne, donc on peut retrouver aussi cette information et puis on va pouvoir continuer l'information. Voilà, c'est ça. D'accord, on va peut-être... l'un de vous va laisser une petite place à Dame Léco pour qu'elle donne aussi son avis. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que l'un de vous veut encore ajouter quelque chose? Parce que un truc. Oui. En fait, tout à l'heure, vous demandiez si... ce que les gens peuvent faire après pour pouvoir continuer ce travail-là. Je pense que nous, on donne une base de travail, on donne des inspirations, et c'est aux gens justement d'être en esprit avec nous, d'être inspirés par ça et de créer eux aussi au quotidien. Si par exemple eux ils sentent un manquement dans leur vie de tous les jours, par exemple moi on m'a parlé de produits chimiques qui n'étaient pas bons, aller vers des meilleurs produits, vers des techniques ancestrales martiniquaises par exemple. Et elle me dit, il n'y a pas. Mais je lui ai dit, s'il n'y a pas, c'est peut-être à vous de créer un site où on peut retrouver des recettes pour le cheveu crépus et compagnie. Il faut vraiment que les gens s'approprient ce qu'on dit, lisent les livres et tout ça pour pouvoir recréer la suite. Parce qu'on est tous acteurs. Il n'y a pas juste des acteurs et des gens qui s'assoient pour écouter. On doit tous trouver un sujet pour pouvoir... travailler en fait, parce que moi je regardais aussi Jules Esperada, je regardais Sylvia Servin
et je me dis, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter, moi, ma pierre à l'édifice? Et je pense que chacun d'entre nous, on a forcément un sujet, un cheval de bataille que l'on peut prendre et justement inspirer les jeunes générations et ainsi de suite. C'est ça. Parce qu'on sait qu'on n'est pas soutenu, on n'est pas aidé, mais vous voyez, c'est beaucoup. Alors, je n'aime pas parler de sacrifice, c'est un peu christique, mais dans l'environnement capitalistique, économique, où l'argent est roi, etc., dans lequel nous sommes, le travail que nous produisons est titanesque parce qu'il est fait comme ça, je veux dire, à notre petite mesure. Et en même temps, on vous donne des choses. On essaye de les transmettre. Donc, ce que dit Sephora est très important. Il s'agit de que chacun se dise qu'est-ce que je peux faire pour qu'on aille un peu plus loin et comment je peux restituer ça à la collectivité. Il ne faut pas garder pour vous égoïstement, il faut donner, il faut et moi, je fais la même chose de toutes mes recherches. Hein. Je vous les mets à disposition. Donc, il faut qu'on donne pour que les autres s'en inspirent. Et il y a beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, qui s'inspirent des travaux sur les cheveux et qui font autre chose. Ils font des produits, ils font des blogs, ils proposent. Donc, on s'enrichit comme ça parce que nous ne sommes pas soutenus par un système. Vous le savez bien. Donc, ayez ça à l'esprit. Alors, on a l'honneur et le plaisir de saluer la présence de Dami Leko. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau. Je suis très heureux d'être dans ce tour de table où, en fait, j'ai le sentiment qu'il s'agit de désaliénation, de déconstruction. Et on a vraiment sur ce plateau des exemples de militants de cette désaliénation. D'abord, une désaliénation qui touche à notre psychique, Juliette, qui touche à notre histoire avec Madame Serbin, qui touche une désaliénation capillaire, si j'ose dire, et puis une désaliénation de l'imaginaire avec la bande dessinée. Tout à fait. Et pour se construire finalement un autre paradigme. Mais il ne sera pas possible de se construire un autre paradigme si, après avoir travaillé sur le corps, avoir travaillé sur l'esprit, avoir repris le stylo de l'écriture de l'histoire et de l'écriture de l'imaginaire, on ne prend pas également le stylo, la plume de la loi. Et mon intervention dans cette semaine s'est appliquée à montrer... Maître Germani, il faut dire à vos téléspectateurs que vous êtes avocat. Oui, alors, accessoirement, je suis avocat et donc je me suis intéressé en tant que juriste aux lois de l'esclavage. Du Code noir dans son esprit jusqu'à la loi Taubira, pour montrer à quel point nous n'avons jamais tenu la plume. Nous n'avons jamais été législateurs. Et à chaque fois qu'il s'est agi d'écrire la loi, c'était contre nous. Et je m'explique. Lorsque Louis X, en 1315, je crois que c'était le 3 juillet 1315, dit finalement que nulle terre française ne peut porter d'esclaves. Ça ne va pas empêcher que dans le même temps, cette loi qui n'est jamais abolie et qui est toujours en vigueur pendant l'esclavage va être en conflit avec le Code noir, qui, je le rappelle, est un code qui est fait à l'initiative et sur le travail des colons martiniquais principalement. Il y a plusieurs colonies, mais les plus féroces, les plus atroces, ce sont les colons martiniquais. Et donc, arrive le Code noir en contravention, en contradiction tout le moins avec l'état du droit français. Mais on va s'arranger parce que malgré tout, la liberté, c'est pour les Blancs, c'est pas pour les Noirs. Clairement, ça c'est l'état du droit jusqu'au Code noir. On se dit qu'avec 1789 et la Révolution française, c'est fini. Eh ben non. 1789, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, et la loi n'est toujours pas pour nous. C'est les droits de l'homme blanc. Il faut attendre 5 ans, 1794, pour qu'on pense à nous. Mais en fait, les béquets martiniquais, notamment, sont déjà passés à l'anglais. Ils ont déjà fait cet acte d'indépendance de nous faire basculer dans le giron anglais. C'est les premiers indépendantistes martiniquais, hein, les béquets. Pour eux. Pour eux, dans leur intérêt, bien sûr. Et puis après, encore une loi qui est censée être positive pour nous, après le rétablissement de l'esclavage en 1802,
donc là qui est clairement contre nous, on se dit 1848, Schellcher arrive, c'est la liberté. Et en fait, non, c'est une vaste supercherie qui vient en plus, et on le voit dans les travaux préparatoires de la loi, parce qu'une loi, ça n'arrive pas comme ça. Il y a des travaux préparatoires, on demande leur avis à ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les colons. Pas nos ancêtres. Pas aux esclavagistes, ils ne sont pas concernés. Bien sûr. Et donc, l'idée pour les colons, et surtout les colons martiniquais, c'est de restaurer le travail, la puissance de travail des Noirs. Donc, je dis des Noirs parce que c'est comme ça qu'ils les appellent. Bien sûr. Moi, je sais que mes ancêtres sont africains. Ils ne sont pas noirs ou machin, ils sont africains. Ce n'est pas une couleur. Et tous les travaux préparatoires vont montrer ça encore, qu'il s'agit d'empêcher l'épisode haïtien de se produire dans les autres colonies françaises et de maintenir une domination qui du fouet va passer à l'argent, donc une domination économique qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui, au point d'ailleurs que l'une des dernières lois de François Hollande, c'est la loi égalité réelle. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, l'égalité n'est pas faite pour le législateur français. Mais on joue le jeu en allant demander l'égalité réelle. On est quand même assez incroyable, non? Ce qui va être le plus extraordinaire, c'est quand le législateur français va prendre la peine, à l'initiative de Mme Taubira, de rédiger une loi dans laquelle il va dire attention, non, il faut enlever la réparation parce que la réparation, il n'en est pas question. En 1848, on a fait la réparation pour les colons, c'est-à-dire c'est eux qu'on a réparés. Et ils ont été indemnisés? Voilà, on a indemnisé les bourreaux et puis on a laissé de côté les victimes. Et lorsque, près de 160 ans après, on fait une loi, c'est pour redire que la réparation, c'est vraiment pas pour eux. C'est ça. Mais pire, alors que cette loi vient dire que l'esclavage et la traite, elle devrait dire le génocide, la déportation et la réduction en esclavage, mais elle dit l'esclavage et la traite. C'est déjà pas mal, on va accepter ça. Sont constitués un crime contre l'humanité. La Cour de cassation, statuant sur l'affaire des Pointes qui avait fait l'apologie de l'esclavage en disant justement à propos du cheveu, c'est pas bien les mélanges parce qu'il y a des enfants qui naissent avec des cheveux différents et puis c'était pas plus mal l'esclavage parce qu'il y avait les esclaves apprenaient des choses voilà, donc il a fait cette apologie là et la Cour de cassation a annulé la sanction qui avait été prise contre lui en disant que la loi Taubira n'a pas de portée normative. En gros, que cette loi n'est pas une loi. Et le tour est joué. Et voilà comment le législateur français achève de montrer qu'il est comme les autres législateurs blancs. C'est-à-dire... Mais quand vous dites la loi n'a pas de portée normative, pour nos téléspectateurs, il faut que vous compreniez que vous ne pouvez pas utiliser cette loi-là pour revendiquer quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est une espèce de... un objet sans substance. Donc, il faut suivre aussi. On vous parle de procès. Vous entendez souvent dans les radios mentionner qu'il y a eu telle et telle action contre l'État, etc. Mais ça ne vous dit rien parce qu'on ne vous explique rien. On vous signale juste qu'il y a des gens qui sont autour des réparations. Et comme l'État a dit qu'il n'y a pas de réparation possible, c'est un sujet assez tabou dans nos eaux. Alors, comme je disais, le législateur français, en fait, s'est comporté... Le législateur, pour bien comprendre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un personnage qui n'existe pas, mais qui est l'émanation de l'idée de la production d'une loi. Donc, la France, quand elle fait une loi, on dit le législateur français a fait telle loi. Le législateur français a toujours proclamé sa paternité sur l'idée de liberté, de droits de l'homme et du citoyen, s'éloignant ainsi de tous les autres législateurs qui ont pu être des législations, qui ont pu produire des lois sauvages et barbares, comme ce qui s'est passé en Australie pour les aborigènes, où ils étaient soumis à des règles qui leur faisaient perdre leurs droits, leurs terres et leur dignité, comme les Indiens d'Amérique, qui ont tout perdu et après eux, et avec eux, les Noirs, les Africains,
qui étaient soumis à l'apartheid, comme les Afrikaners ont fait aux Africains du Sud. À chaque fois, d'ailleurs, dans l'enseignement de cette barbarie, la France met en exergue le fait qu'elle est du côté de la liberté et des droits de l'homme et que si on veut chercher la sauvagerie et la barbarie sur le plan légal, sur le plan des systèmes légaux, il faut plutôt aller chercher chez les anglo-saxons. Avec le Code noir et même avec l'étude de la formation des lois sur l'abolition qui ne sont pas de vraies lois libératrices, avec le traitement qui a été réservé à la question des réparations, à la question de la loi Taubira, on voit que le législateur français est comme les autres législateurs blancs, c'est-à-dire qui se positionnent comme blancs. Il y a les Blancs et le reste de l'humanité pour qui cela. ne subit pas le même traitement. Alors, je voulais vous dire, parce que le temps passe tellement vite, je voudrais réentendre chacun d'entre vous. La question que nous nous posions, c'était comment avez-vous conçu votre participation à cette décade et comment voyez-vous votre rôle pédagogique? Et puisque vous parliez du rôle des lois, qu'est-ce qu'on pourrait commencer? Par quoi pourrait-on commencer pour nous impliquer davantage dans les lois qui nous concernent? Eh bien, lorsqu'il y a... tout d'abord, mon implication dans cette décennie, elle est dans cette décade, elle est naturelle. C'est presque notre mission, à nous qui sommes éclairés de ces choses, de voir à quel point nos lumières ne nous sont pas venues d'un seul coup. Nous sommes sortis d'un état d'aliénés à un éveil, et c'est cet éveil-là dont nous devons chacun témoigner auprès de nos proches qui, eux, n'ont pas encore fait ce chemin. Parce que c'est un bien-être que de se rendre compte, d'être conscient qu'on a fait ce chemin. Donc déjà, c'est un simple témoignage, et puis essayer d'emmener avec soi des gens vers eux-mêmes. Aujourd'hui, on a une schizophrénie qui s'est installée, on doit lutter contre cette schizophrénie. On a des maladies, des traumatismes, l'hypertension artérielle, peut-être le diabète, les taux de suicide, etc., qui viennent directement de l'esclavage, et les scientifiques nous le disent. Et ça s'accompagne aussi d'un dénigrement de soi-même. Et donc, quand on fait une décade d'estime de soi, c'est pas simplement pour rassembler beaucoup de gens dans des salles et se dire qu'on a fait quelque chose de bien, mais c'est aussi pour concrètement aider à la santé de ce peuple-là. Donc, c'était impossible d'organiser ça et puis, sans que moi je porte ce que je pouvais porter, que les uns et les autres qui sont riches d'expérience, de travail, de science s'en mêlent pour que demain, quand on aura des débats sur notre avenir, parce qu'on nous fait croire qu'on parle du passé, c'est pas vrai. Là, on est en train de préparer l'avenir. Tout à fait. Absolument. Alors voilà, on va se dire encore une dernière chose, une dernière salve de tour de table. On va faire donc un petit tour de table pour recentrer les choses et que vous vous projetiez, que vous donniez des espoirs ou des espérances aux nôtres pour qu'ils comprennent ce que vient de dire Medjamani, c'est-à-dire on est d'abord dans un travail de collaboration, de partage. J'ai expliqué dans un ouvrage que notre civilisation est basée sur l'entraide, c'est-à-dire sur le don et le contre-don. Donc, on n'est pas nécessairement dans un échange financier, mais dans quelque chose d'absolument, qui est d'abord très moral et qui nous engage, qui nous oblige, quand nous avons reçu, de donner. C'est ce qu'on appelle le contre-don. Je reçois, j'accepte de recevoir et je donne aussi. Donc, c'est comme ça que notre peuple a traversé les affres de l'esclavage et des déportations, des violences et de toutes les violences qui n'arrêtent pas de lui être faites. Donc, il faut que le système qui sous-tend toute la civilisation du continent, celle dont nous avons largement hérité, qui nous a fait survivre en tant qu'être humain, il faut que nous l'ayons présent à l'esprit pour avoir
cette sorte d'obligation morale qui nous impose de partager ce que nous avons appris, puisque nous ne sommes pas dans des systèmes qui nous aiment, je dis bien qui nous aiment et qui nous donnent, qui nous se préoccupent de notre bien-être. Ce que nous avons, c'est nous qui l'avons acquis. Vous voyez ? Ce bien-être-là, il faut donc essayer de faire que les générations successives en profitent. Alors, enfin, notre tour de table, Sylvia, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Comment on peut continuer à travailler, inciter qu'on ait de plus en plus de grands carbets remplis de champs? Parce qu'avant, on avait de petits groupuscules qui venaient sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, on a vraiment vu combien les gens se déplacent. Qu'est-ce qu'on peut dire pour pousser, continuer à booster ce mouvement? Écoutez, je pense que, par exemple, quand on a la chance d'accéder à un certain nombre d'informations, de savoirs, de données qui permettent de valoriser les pratiques des nôtres, les savoirs des nôtres, les parcours de ce peuple noir, je pense qu'il est important de le partager. Donc, à des occasions comme ça, de pouvoir venir, d'apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice, afin que ceux qui ne savent pas puissent en prendre conscience si ça les intéresse et puissent peut-être changer leur perception d'eux-mêmes en partant de toutes ces nouvelles choses importantes qui nous permettent de mieux nous valoriser. Et comme disait Maître, ça permet aussi de préparer l'avenir parce que du coup, on se voit différent et on est plus conscient de son potentiel, de ses capacités et de la possibilité d'oser aller vers des destinées, vers des chemins qui nous semblaient complètement bouchés par des barrières conscientes ou réelles qui sont mises sur nos chemins. Donc quand on sait qu'on est suffisamment fort et qu'on est l'héritier de certaines de savoir, de richesse d'une histoire, je pense qu'on n'a plus peur d'aller vers les autres et de dire moi aussi je peux participer au monde, moi aussi j'ai quelque chose à construire et à participer à cette civilisation universelle. Donc c'est un petit peu comme ça que je conçois nos contributions, chacun dans sa spécialité a pu acquérir des choses et il vient le mettre au service des uns et des autres dans un sens de partage et de meilleure connaissance de soi-même. Et vous soutenez en acquérant les travaux des vôtres, en écoutant leurs émissions, en essayant de faire passer l'information. Il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui regardent Raison Pratique et qui organisent autour des discussions parce que ce sont des thématiques qui les intéressent et parce qu'il y a beaucoup de faits de leur histoire qu'ils ne connaissent pas. On est chacun responsable à son niveau et il faut savoir prendre ces responsabilités-là. Donc on est dans une civilisation ultra-individualiste et toutes les tensions qui sont exercées, les pressions qui sont exercées contre nous poussent justement à ne pas nous occuper du collectif, mais uniquement de l'individu. Et dans notre cas, ça peut marcher pour les Européens qui ont construit tout autour d'eux un monde qui les porte collectivement et qui les autorise à être des individus. Mais nous n'avons pas ce monde qui nous porte et donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être des individus comme les Européens. C'est pas vrai. Nous avons une responsabilité qui est celle-là de construire le collectif. Alors, et vous, Sephora, comment? Alors, je voulais rebondir un peu sur ce que Maître disait, parce que dans ma tête, on est des êtres multidimensionnels. Et lorsqu'on travaille sur son héritage passé, on le fait dans le moment présent et ça a un impact, en fait, sur nous. Ça a un impact sur notre estime, sur notre façon de nous voir et de nous considérer. Et cet impact-là, on est déjà en train de travailler sur notre futur, en fait. Rien que ça en modifiant là, aujourd'hui et maintenant. Donc, pour moi, il n'y a pas de passé et de futur, il n'y a que maintenant. Et ça, on est forcément en train de travailler sur ce qu'on veut créer par la suite. Donc c'est même pas, en fait, pour moi, il faut même pas s'inquiéter de demain parce qu'on est déjà en train de travailler, en fait. Et donc vous diriez à tous ceux qui nous disent ça c'est du passé, laissez ça tomber, allons avancer, qu'est-ce que vous leur dites? Justement, c'est parce que les Européens, ils ont retravaillé le passé
pour pouvoir se faire monter justement. Ils ont falsifié le passé pour pouvoir se donner une histoire, se donner quelque chose. Et l'histoire, c'est que de la construction en fait. Absolument. Et donc aujourd'hui, on peut se recréer notre propre histoire pour avoir cet impact-là et dans sur notre le monde. cas, réapproprier. C'est presque différent. Nous, on n'a même pas besoin de falsifier l'histoire. Absolument. On a juste besoin de piocher dans le monde là de ce qu'il y avait. Je D'accord. pioche et je réutilise ça aujourd'hui et D'accord. maintenant. Voilà. Voilà, chers amis, arrêtez de dire on avancez, parce que si vous ne savez rien de vous-même, vous n'avancerez nulle part, sinon dans la civilisation de l'autre qui a fait de vous un sous-humain, un sous-fifre, et qui vous maintient dans cette position-là. Faites bien attention à ce que vous entendez dire et que vous répétez. Djewoti, on nous fait signe que voilà, il faut qu'on se dépêche. Djewoti. D'accord. Il y a une lumière verte, chers téléspectateurs. Ouais, On ne vous dit pas tout, mais il y a une lumière verte qui s'allume, Ah, d'accord. qui nous prévient que il vous reste tant de minutes. Allons. D'accord. Donc moi je pense qu'il s'agit surtout, il a utilisé un mot tout à l'heure, l'imaginaire. Il s'agit surtout de changer notre imaginaire. Décoloniser l'imaginaire. Voilà, décoloniser l'imaginaire et nous enrichir de notre patrimoine historique. Parce qu'en étant riches de nous-mêmes, nous aurons à partager avec les autres. Mais si on n'a rien, en allant vers l'autre, on lui apporte quoi? En fait, il nous regarde comme quelqu'un, comme une personne qui est dénuée, qui n'a rien, qui est vide. Mais en nous chargeant de tout notre patrimoine depuis les temps les plus reculés jusqu'à présent, on est riche, on est puissant. Et c'est en étant puissant que les autres vont nous respecter. La puissance, c'est dans l'être d'abord. C'est même pas dans le matériel. Voilà, Dans la posture. Voilà. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Tout à Oui. fait. C'est Théophile Obenga qui disait que c'est parce que nos ancêtres étaient des êtres puissants qu'ils ont créé des civilisations puissantes. Absolument. Voilà. Voilà. Alors, Maître Germani, Le mot de la fin. Ah non, il ne faut pas faire de fin, il faut juste au contraire Ouvrir être chemin. heureux du voyage. Ce voyage vers nous-mêmes va faire qu'on va pouvoir dire vive la Martinique. Il y a des Chinois en Martinique qui sont martiniquais mais ils n'ont pas tourné le dos à la Chine. Il y a des Syro-Libanais qui n'ont pas tourné le dos ni au Liban ni à la Syrie. Il y a toutes les origines. Des Indiens Le seul descendants, des oui. Indiens qui n'ont pas tourné le les dos à Indiens l'Inde. descendants, oui. Mais et les Africains, pourquoi accepter que C'est ça. qui que ce soit puisse tourner le dos Et puis, à on les l'Afrique? oblige à tourner le dos. Et donc Ah, nous travaillons aussi avec un collectif d'associations dont certaines sont dans la CADIPA à ce pont, cette liaison de préférence aérienne entre les Antilles, la Caraïbe et le continent, la terre-mer, parce qu'il faut savoir que il faut 4h30 pour aller à Dakar. C'est 2 fois plus rapide que d'aller à Paris. Oui, bien et sûr. donc, ça devrait être possible. Et une fois qu'on aura encore cette joie du voyage et de la découverte de l'autre et de soi dans l'autre et inversement, je pense, oui, effectivement, comme le disait Djewoti, qu'on sera beaucoup plus fort. D'accord. Donc, vous voyez, c'est une étape dans le travail que nous avons à faire, celui de réclamer, ou celle de réclamer des liaisons entre la Martinique et le continent. Puisque aujourd'hui, si vous voulez y aller, il vous faut 24 heures, 2 jours, d'aller à Paris, pour aller à Paris et remonter sur le continent, alors que de chez vous, vous n'en avez que pour 4 heures, comme pour aller au Canada. On ne vous a pas empêché d'aller au Canada. Vous n'êtes pas empêché d'y aller. On vous envoie même volontiers au Canada. Vos enfants ne peuvent plus faire d'études qu'au Canada. Bref. Il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Il faut donc qu'on se mobilise si vous voulez vraiment, justement, continuer cette découverte de vous-même, vous rendre compte par vos yeux que les images que vous avez à la télé qui vous présentent toujours des enfants avec des ventres gros comme ça, des gens qui marchent dans la poussière, l'impression qu'ils n'arrivent jamais à s'en sortir, eh bien, tous ces préjugés, ces images filtrées qu'on vous présente et qui construit votre représentation de l'Afrique, c'est une guerre idéologique qui est menée au continent. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes jamais en dehors de cette guerre-là, même si on vous dit que vous êtes des franco-français et que vous avez fini par le croire. Faites bien attention. À l'étranger, beaucoup de gens douteront et doutent de votre qualité de franco-français. Voilà. Nous étions très heureux de recevoir Sylvia. Merci beaucoup, Sylvia. Merci.
Merci Sephora. Merci à vous. Merci Djewoti. Hotep. Merci Sonia, qu'on ne voit plus. Et merci. Alors, Dameleko, qui est prince du Bénin. Voilà. Royaume d'Alada. Voilà, donc Dameleko a fait l'effort de retourner et de se reconnecter. Super. C'est ce qui nous manque un petit peu. Super. En tout cas, lisez, allez voir, écoutez les conférences, écoutez les enregistrements, allez sur le site de KDIPAA.com avec toutes les informations, la résolution de l'ONU, les vidéos des conférences, etc. Enrichissez-vous. Et puis, ce que vous avez su, compris, donnez-le, transmettez-le. Nous n'avons pas d'État qui nous aide à faire ça. Nous n'avons pas d'argent pour faire ça. C'est notre volonté qui nous permet de nous découvrir. Et vous voyez, nous avions commencé tout doucement, mais nous commençons à vous toucher, nous commençons à vous intéresser. Ça veut dire que quelque part, les ancêtres nous aident aussi dans ce travail-là, même sans argent. Merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt. Remplissez votre rôle autant que faire se peut. À bientôt.